L'inspecteur de police souhaite discuter en privé avec Tony. En prenant le soin de regarder la posture de Montana, nous voyons qu'il place maintenant un bras sur ce canapé en cuir, sa tête est maintenant plus haute et son aise plus visible. Tony pète un câble au moment où il voit le compagnon de Gina lui mettre une main aux fesses. Alors, le compagnon de Gina, il met une main sur les fesses de Gina, pas sur les fesses de Tony. Et donc, c'est à ce moment-là où Tony pète un câble. Elle est pourtant maîtresse de son corps et elle décide ce qu'elle en fait avec. Il la suit donc et vient dépasser les bornes en frappant sa propre sœur. Une chose se fracture dans leur relation à cause de l'excès qu'a commis Tony envers elle et ses conseils devenus maintenant contradictoires, mais rien n'est perdu. Non, et tout fini. Et ce côté protecteur devient emprisonnant, ce qu'elle a ressenti en disant qu'elle n'a de compte à rendre à personne. Vient ensuite cette scène de fusillade bien rythmée et cette chorégraphie somptueuse de la fuite des personnes présentes dans la salle. C'est rythmé et bien filmé, le tout en quelques plans fixes et travelling, c'est un sujet contrôlé. Il lui dit qu'il a toujours été fidèle, qu'il a toujours dit la vérité. Mais ici, il se doit de réagir face à Frank qui lui ment en lui disant au départ qu'il ne tenterait jamais quelque chose contre lui. Donc nous apprenons ici que Tony dit la vérité dans ce monde-là. Il ne se démonte pas et se venge de ceux qui sont contre lui. Ici, il se venge de la même façon, en ordonnant l'assassinat de Frank par Manny, mais dans la surenchère puisqu'il abat aussi l'inspecteur corrompu. Sur le plan suivant, une montagne de liasses de billets se trouve sur la table. Le monde est donc maintenant à lui. Il a tout l'argent et c'est ce qui lui donne le sourire sur le plan suivant. Nous avons donc la réponse que 3 objectifs principaux lui permettent d'avoir le monopole de son propre bonheur. La femme qu'il veut, l'argent à non plus compter, le pouvoir via le commerce de la drogue en lien avec Sosa, drogue qu'il importe et revend aux États-Unis. Il aurait dû, à ce moment-là, se satisfaire de ce qu'il avait, ce qui lui a été répété par ses proches. Mais l'appât du gain et son désir d'en vouloir toujours plus vont le conduire à sa perte, une aliénation totalement destructrice. Nous voyons aussi qu'il est sur son propre trône, qu'il est venu conquérir seul ou quasiment seul, aidé par Manny. Donc, il oublie toute l'aide qui lui a été apportée. Bah non. J'ai pas besoin d'aide moi non plus. Ici, le décor a une grande importance descriptive car le noir, principale couleur du plan, est orné d'or. C'est la description de ce qu'est Tony Montana, un signe du destin qui l'attend. Une sorte de destruction, le noir, dans la noblesse, par la noblesse, l'or. Ce lien entre ce côté très sombre lié à l'or, symbolisant la noblesse, donne un statut très supérieur. On nous parlerait donc de cette volonté d'appât de la supériorité, de contrôler le monde avec tout ce qu'il y a dedans. Cette volonté à dominance sombre, plan dans lequel une très faible partie de blanc réside. Il est lui-même orné de cet or caractéristique, mais il a encore le pouvoir de changer ce destin. La musique additionnelle apparaît ensuite. Voici son message. Une personne qui repousse son désir jusqu'à la limite. Il est sur la corde raide et doit garder son objectif en tête jusqu'à être fini. Il a atteint l'apogée mais doit encore apprendre à conserver ce statut. Il n'y a plus personne qui peut l'arrêter car il est maintenant seul au sommet. Et plus il se rapproche de cette limite, plus il la repousse jusqu'au point de non-retour. C'est tout simplement une musique qui te pousse vers la limite, vers encore plus de désir, et l'illusion est qu'ici, il n'y a pas de limite à ton désir, juste celle que tu te fixes. Durant cette musique, plusieurs points sont abordés. Il va placer son argent à la banque plusieurs fois et par camionnette tellement il en a. Il ouvre sa propre entreprise de management, sûrement une société écran pour justifier ses gains d'argent auprès de la loi. Il a une statuette en argent représentant une planète sur un piédestal d'or représentant des femmes. Avec cette phrase tout autour de la planète « The world is yours », le monde est à toi. Il permet à sa sœur d'ouvrir son entreprise de cosmétiques et sa relation avec elle va pour le mieux. L'argent arrive encore à la banque, mais il y en a tellement que le banquier ne sait plus comment le gérer. Il se marie avec Elvira, tandis que par des plans sans parole, juste des regards, nous comprenons que Manny et Gina partagent des sentiments passionnels, ce que lui a interdit Tony. Il montre ensuite son tigre attaché à un arbre. Le tigre représente ici ce que le Assa voulait s'acheter, celui qui voulait le monde entier. Mais cet animal symbolise aussi la puissance personnelle, la force, le courage et la détermination, et nous comprenons qu'il amoncelle tous les objectifs qu'il s'est fixés, à se demander quels autres objectifs peuvent être envisageables. Ce tigre étant attaché à un arbre, cette puissance, ce courage et cette force seraient donc emprisonnés et maintenant inutilisables. Ce tigre est attaché à un palmier.
Une sorte d'arbre qui peut être ramené aux arbres que nous avons à Cuba en se remémorant ce que dit Elvira à Tony au début du film, qu'il vient d'un bananier. Il serait donc prisonnier de ses propres aspirations, de ses comportements cubains, le délinquant qu'il était en venant, et ce choix de vie le rendrait aujourd'hui prisonnier de lui-même. Il fait faire un tableau de lui et sa femme. Il la place sur son trône en or, donc il lui donne la place qui pourrait sembler la plus importante, mais il se place derrière elle, main sur elle, et plus haut qu'elle, donc synonyme de contrôle et de pouvoir sur elle. Ce tableau fait penser au tableau que les rois faisaient dans le temps, et donc cette œuvre a une portée royale. Elvira est vêtue de rouge, ce qui est une couleur que nous pouvons interpréter de 3 façons différentes, ou même réunies pour 3 idées simultanées. Dans un premier temps, le rouge parle des sentiments, de l'amour et de la chaleur ressentie vis-à-vis de quelqu'un. Un sentiment passionnel, sensuel et sexuel. Mais le rouge est aussi une source de danger, un danger qui quête donc Elvira, ce danger de se perdre dans cette aliénation qu'a entrepris Tony. La troisième, ce qui sera la réponse dans la suite du film, c'est le rouge, cette longueur d'onde qui dit que les étoiles sont plus éloignées que les bleus, plus proches. Et donc une femme qui peu à peu va s'éloigner jusqu'à partir du bateau en train de sombrer, celui de Montana. Le tout sur fond rouge sang, donc très gros danger ici, les chandeliers rendant plus présent ce côté royal. Nous aboutissons sur du sang royal. Dernier point, Elvira, une femme sans émotion, vide, un teint blanchâtre et maladif, qui se drogue, boit de l'alcool, fume. Tout simplement une femme qui se consume. Et par cette bague adamantine, nous interprétons qu'elle n'est pas mariée à un homme, mais à de l'estime, à de la valeur, et elle en devient un bien matériel et plus une personne. Fin de la musique, Brian De Palma nous fait un film en 2 minutes de comment est devenue sa vie. Pas de dialogue, juste de la composition, du cinéma, du vrai, du grand. Le plan débute sur 9 télévisions, décrivant le côté protecteur et paranoïaque, mais à la fois justifié de Tony, cependant toujours dans la démesure. D'argent. Tony se plaint du pourcentage que prend la banque sur ses millions, et le banquier se plaint ici de la masse d'argent que lui donne Tony, qu'il a de plus en plus de mal à blanchir. Ici, c'est bien le banquier qui tient Tony par les coronets en lui disant qu'il n'a pas d'assurance à faire blanchir son argent à l'étranger, mais qu'ici il a la sécurité pour un prix fort. Mais son argent est, je cite, bien placé, en disant le tout avec un sourire vainqueur et supérieur, le plus dur étant que ce sourire est sincère. C'est une vraie critique, au-delà de l'univers de la pègre, des banques, une pègre légale qui suce l'argent à la fois d'honnêtes citoyens ne gagnent rien, mais aussi des malfrats qui sont contraints d'accepter ce pouvoir qu'ont les banques sur eux. Ici, on critique cet univers-ci, qui possède encore plus de pouvoir que le plus royal des narcotrafiquants. Tony devient de plus en plus paranoïaque, non partagé par Manny. Tony se plaint d'un camion qui met du temps pour installer un câble, mais ce camion est continuellement observé par des caméras, par Tony en personne, ainsi que par Manny, chef de la sécurité. Manny lui dit même « Tu me payes 5 000 par mois pour ça », ce qui renforce l'idée que sa confiance décroît. Manny est en charge de la sécurité. Donc s'il y avait un souci, il viendrait de lui-même en parler à Tony. Le simple fait que Manny lui en parle déclenche chez lui la plus vive colère, et il ne supporte donc pas que l'on remette en question son autorité. Il critique ensuite le système politique légalisant selon une pensée capitaliste. Il se critique donc lui-même en étant un capitaliste. Elvira lui reproche ensuite d'être un grossier personnage rapportant tout à l'argent. Nous comprenons ici que Tony est finalement ce qu'il est, et est ensuite haï par sa femme et son plus proche ami Manny avec lequel il se dispute encore une fois. Il est enfin prisonnier de sa propre spirale capitaliste. Il est ensuite machiste en disant qu'Elvira n'est ici que pour profiter de son argent sans rien faire d'utile avec ses mains. Mais une fois qu'elle quitte la pièce, il la rappelle en s'excusant. Elle peut donc avoir un bon effet sur lui, mais il se rend compte trop tard après lui avoir manqué de respect. Il réfléchit donc après avoir agi. Ensuite, il rabaisse Manny à un simple partenaire et non plus un ami. Manny le traite de sale con et Tony se met en rogne en disant uniquement ce qu'il a à la bouche, que ce qu'il a aujourd'hui c'est grâce à lui seul, sauf que Manny a toujours été là pour lui. Ceci est ensuite montré par un très beau plan de Brian De Palma. Voici le plan de départ et le plan de fin, démontrant qu'il devient petit et qu'il est maintenant seul, sans ses proches, isolé dans sa propre fortune comme il le dit si bien. Tony, Elvira et Manny dînent au restaurant et cela va mal se passer. Nous découvrons un Tony complètement amorphe après sa visite chez Sosa. Une Elvira encore moins en vie qui décide de quitter le bateau à ce moment précis, ce qui lui sauvera sûrement la vie. Elle n'en peut plus de devenir une ratée comme elle le dit à Tony. Elle lui apprend ensuite qu'elle ne veut pas d'enfants avec lui, car ils ne pourront ni vivre ni survivre dans ce monde créé par Tony. Elle lui dit qu'il ne vaut pas mieux que les autres à cause de ses actes, ce qui est la pure vérité le concernant.
Il déambule maintenant en critiquant toutes les personnes présentes, celles l'entourant, le monde dans lequel il vit, son monde, et il se critique une nouvelle fois, et pour la dernière fois. Il quitte son monde pour se réfugier chez lui, dans son argent, dans sa coque, seul moyen de rester un peu vif et vivant, étant totalement déconnecté de la réalité. Il fait aussi, avant de sortir du restaurant, une critique de la bourgeoisie profiteuse qui se cache et profite des grands malfrats tout en étant identique à ces derniers. Une bourgeoisie menteuse, hypocrite, ce que lui n'est pas car il reste lui-même dans toute situation en disant la vérité, tel un homme d'une certaine vision machiste. Tony rentre chez lui. Nous découvrons une salle remplie de rouge. La dominance ne représente plus l'amour, lui qui a été quitté par Elvira, sa mère ou encore sa sœur Gina qui a disparu. Ce rouge est donc un signe précurseur d'un destin fatal et abyssalement tragique. Il porte ici un costume noir, ce qui crée un lien avec le décor et n'augure rien de positif. Il se confond maintenant dans ce décor excessivement sombre. Un gros problème supplémentaire suite à l'assassinat manqué de la cible, Sosa. Avec toute cette bande de malfrats qui mettent désormais sa tête à prix, ce qui va causer l'attaque des Colombiens dans sa résidence. Mama s'inquiète quant à elle de ce que devient Gina et qui elle fréquente. Il va donc se présenter devant la porte de la maison vers laquelle Mama a vu Gina se diriger récemment. Mama reproche ensuite à Tony d'avoir fait de Gina la même mauvaise personne qu'il est. Mama pleure maintenant le départ de ses 2 enfants, ce qui est bien sûr métaphorique et annonciateur de quelque chose de grave. Il se dirige vers cette maison et découvre que Gina est avec Manny, ce qui le transforme en un être profondément furieux. Ce que Tony lui avait pourtant interdit en disant qu'elle méritait mieux. Mais Manny a toujours été quelqu'un de confiance envers Tony, en l'ayant toujours épaulé depuis le début et conseillé raisonnablement. Son poste auprès de Tony de responsable de la sécurité est aussi visible au niveau de la métaphore. Il l'a toujours protégé, ne l'a jamais trahi. Mais Tony, en disant qu'il voulait pour elle quelqu'un de meilleur, voulait en fait lui interdire n'importe quel homme et la liberté qu'il voulait pour elle, son bonheur, est en fait la prison qu'il lui a construite. Et en tuant cet homme de confiance, il tue en même temps sa sœur. L'un des gardes du corps dit cette phrase phare à Tony « Réveille-toi, il faut partir ». Et ici, c'est le réveille-toi qui est fort de sens car depuis belle lurette, Tony est aveuglé par tous les objectifs qu'il s'est fixés, ce qui a contribué à le déconnecter de la réalité, ce qui est le cas lorsque nous dormons, lorsque nous rêvons. Et ces objectifs qui étaient, en prenant un autre mot, ses rêves, sont devenus sa réalité, mais il n'a pas fait les bons choix pour la contrôler. Et ce sont donc tous ces désirs qui l'ont dépouillé du peu d'humanité dont il disposait. Il a toujours son arme au poing, il déambule sans équilibre, amorphe dans son antre, réalisant qu'il vient de tout détruire. Voilà le plan de départ du 2e travelling compensé du film. Le premier a eu lieu lorsqu'il convoitait pour la première fois Elvira dans la voiture sur le parking en sortant du garage. Il commençait à avancer seul dans ce monde de malheur, et voici le plan réponse, ce vers quoi il a abouti à la fin de son périple. Voici le plan de fin. Un travelling compensé, c'est un effet artistique comprenant un mouvement de caméra vers l'avant avec un zoom arrière, ou un mouvement de caméra vers l'arrière avec un zoom avant, ce qui donne cet effet-là. Je reste cadré de la même manière, mais c'est tout ce qui m'entoure qui change de perspective, qui s'allonge ou se rapproche. Ici, ce travelling compensé avec mouvement de caméra au bas rend plus importante la montagne de cocaïne et il ne voit plus que ça en face de lui, elle grandit et se rapproche de lui. Oh merde Manny, qu'est-ce que je fous, je déconne Manny. Il se reconnecte brièvement et se rend compte de l'erreur qu'il vient de commettre. Il a une nouvelle fois agi sans penser. Il retourne ensuite dans la cocaïne avant de voir Gina qui vient vers lui. Une scène d'une tristesse infinie, celle d'un homme qui est vaincu par ses peurs, qui était censé le rendre plus humain. Ici, elles ont fait de lui un monstre qui a assassiné ses proches. Tony se fait abattre dans le dos. Nous avons ensuite un mouvement de grue qui part de ce plan, qui remonte ensuite sur ce plan et finit sur ce plan. Ce qui nous dit que le monde est de nouveau contrôlé par un autre mauvais personnage. Un mauvais qui part, un mauvais qui arrive.